Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magali Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour conseil, formation, communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de 3 choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts ? On y va ? Je vous emmène avec moi ? Allez, c'est parti ! Alors aujourd'hui, nous allons parler dans le podcast Parler et être écouté de la psychologie. Pour illustrer en quelques mots, parce que c'est un vaste sujet, j'ai trouvé une citation qui me plaît beaucoup d'un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Jung. Et c'est « Chaque vie est un déroulement psychique ». Et Jung précise que la tâche la plus noble de l'individu est de devenir conscient de lui-même. Donc pour introduire ça, j'ai souhaité inviter une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Chapler, qui est psychologue de métier et qui va du coup se présenter en quelques mots. Bonjour Magali, donc je suis Claire Chapler, je suis psychologue du travail et des organisations. Ça veut dire que j'accompagne les professionnels. J'aime bien dire que les professionnels ne se résument pas en soi, c'est une personne qui exerce un métier. Donc j'utilise en fait le travail comme média pour accompagner les gens justement à être en conscience avec eux-mêmes. Donc je trouve que ta citation est très juste. Tant mieux. Donc voilà, donc j'accompagne individuellement, mais également d'un point de vue collectif. Et à ce moment-là, on est plutôt justement sur l'organisation, sur la psychologie des organisations, puisque chaque être humain fait partie et est un système. Et donc, une entreprise est un système. Et comment faire en sorte que ce système fonctionne et surtout soit bien traitant, bienveillant et voilà, permettre l'épanouissement des individus. D'accord. Bon, écoute, au travers du coup de ton travail, effectivement, comme vous l'aurez compris, pour la prise de parole en public, parler, être écouté, on va essayer de se centrer sur l'individu, faire en sorte qu'il devienne lui-même. Et du coup, Claire, pour commencer l'interview, j'aimerais te poser une première question. Est-ce que toi, tu suis des personnes dans ton activité, est-ce que tu as des personnes qui viennent à toi et qui, d'après toi, auraient besoin de dénouer des freins pour justement être plus à même de s'exprimer tout simplement, même sans aller en public, mais s'exprimer dans la vie courante, dans le couple ? Alors, je dirais tous. Tous ? Tous, mais également les gens qui ne viennent pas me voir. Je pense que c'est vraiment une question permanente, pour le coup, pour tout individu. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si tu connais la notion d'impermanence des choses. Oui. L'impermanence des choses qui veut dire que tout est en constant mouvement. Et la vie est un mouvement constant. L'équilibre inconstant. C'est ça, exactement. La vie n'est que changement, constamment. Donc on peut se sentir à l'aise et en capacité et OK pour pouvoir prendre la parole un jour et le lendemain pas. Donc on est constamment sur un rééquilibrage de soi. Donc oui, bien évidemment qu'on a constamment besoin, alors pas forcément d'être accompagné, mais en tout cas on se pose régulièrement des questions et il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc quand ça marche pas, pourquoi ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ? Et puis la magie de l'impermanence des choses fait que c'est cyclique. Donc pendant un temps ça va fonctionner et puis à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui va faire que ça fonctionnera plus, donc on va se re-questionner, on va mettre en place d'autres choses et puis hop, ça remarchera. Alors ce que tu dis me fait penser à, tu vois par exemple, moi je me fais régulièrement des tableaux de visualisation. Et mon tableau de visualisation, c'est l'équilibre des différents pans de la vie. Mais effectivement, comme tu le dis, je me rends compte, et puis depuis un petit moment, que cet équilibre est totalement inconstant. Et c'est retrouver l'équilibre dans le déséquilibre. Mais pour ça, comment est-ce qu'on fait quand on ne se connaît pas bien et qu'on se dit, oui, là je suis... Mais comment est-ce que je fais pour retrouver l'équilibre ? Est-ce que tu as des clés que tu peux donner aux gens là-dessus ? Chaque personne n'est pas prête au même moment à la même chose. Voilà.
Donc, si je prends l'exemple de mon activité, bien évidemment, quand quelqu'un vient me voir, la formulation n'est pas forcément aussi claire de comment est-ce que je retrouve un équilibre. En général, on vient voir un psy, de manière générale, que ce soit du travail, clinicien ou autre, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou parce que les autres ne vont pas. Ça peut aussi souvent arriver. Donc, toute la question sur je suis en déséquilibre, comment est-ce que je retrouve mon équilibre, elle n'est pas forcément consciente, déjà. Il y en a qui vont jamais la formuler. C'est ça. Ou sinon, elle vient après. Et pourquoi ? Parce que finalement, avant de savoir qu'on est en déséquilibre, on ressent des choses en fait. Et on est complètement aveuglé par nos émotions à ce moment-là. Donc j'ai envie de dire, c'est le premier travail à faire, qui est celui sur les émotions, avant de pouvoir atteindre cette question de ok, il est où l'équilibre et qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui est en déséquilibre par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui l'a produit ? Enfin voilà, après il y a plein de choses sur lesquelles on peut creuser. Mais voilà. Alors ce que tu dis me fait penser à c'est l'arbre qui cache la forêt. Des fois on vient peut-être pour quelque chose et on a la forêt qui est derrière. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on sait ce qu'on veut ou ce qu'on... Non, c'est plutôt on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Oui. Voilà. Ok. Alors, donc là, on est parti sur quelque chose de très vaste, mais maintenant, on va essayer de prendre un cas concret. Oui. Alors, est-ce que tu as déjà eu, ou moi je te donne un cas, une personne, donc là, dans le cas présent, c'est la prise de parole en public, qui viendrait pour dire, oh là là, moi, chaque fois que je prends la parole, j'ai chaud, je transpire, je me suis évanouie la dernière fois, mais j'ai une étudiante comme ça, je donne des cours, qui s'est évanouie lors d'un exposé. Par quoi on commence ? On revient au pourquoi cet exposé. Déjà, d'accord. Tout simplement, quelle était la commande ou quelle était l'envie qui était derrière, donc le contexte finalement. Dans ce genre de situation, en fait, on va travailler sur l'enjeu. Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là ? Est-ce qu'elle avait vraiment envie de le faire ou pas, déjà ? À ce moment-là, si la question est oui, mais que c'était le regard de l'autre, on va travailler sur le regard de l'autre, parce qu'évidemment, dans ce genre de cas, il y a la peur du jugement, la peur de bafouiller, la peur de tout ça. Ouais. Donc finalement, c'est énormément d'échanges pour décortiquer un petit peu tout ce qui se joue en interne à la personne par rapport à son histoire de vie, bien évidemment, parce que peut-être qu'il y a eu une situation où enfant, elle a fait un exposé et que tous ses camarades se sont moqués d'elle, et elle en garde bien évidemment un souvenir hyper douloureux. Ouais. Donc c'est un exemple. Ça peut être aussi un patron qui lui demande de faire une présentation sur un sujet qu'elle maîtrise absolument pas, ou une présentation où de toute façon elle sait très bien qu'à la fin le fruit de son travail ne sera pas attribué à elle mais à quelqu'un d'autre. Voilà, il peut y avoir tellement de choses derrière qu'on va aller creuser vraiment, ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le corps qui réagit en vomissant ou avec les palpitations, etc. C'est le principe de quand on n'est pas à l'aise, on sort de sa zone de confort. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Et c'est là où j'en reviens un petit peu à nos émotions, c'est que finalement, le corps, il est méga bien fait, puisque les émotions, ce sont des indicateurs, ce sont des alertes de quelque chose. Et ça va donner tout un mécanisme biologique, chimique, avec les hormones, etc., qui vont nous donner des mots physiques, de vertige, le coton dans les oreilles, l'envie de vomir, etc. Mais derrière, finalement, c'est qu'il y a une émotion. Ok, c'est quoi cette émotion et qu'est-ce qu'elle me dit ? Quel est son message ? À partir du moment où j'ai trouvé ça, je sais comment l'accompagner, en fait, tout simplement. Et c'est là où on revient à ce que tu disais au début. On est en conscience de ce qui se passe. Et j'ajouterais qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, je crois, dans cet accompagnement vers soi-même, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est prêt et des moments où on n'est pas prêt. Pourquoi se mettre en difficulté pour se mettre en difficulté ? Je te donne un exemple très concret. J'ai eu une personne qui adorait faire des exposés, qui adorait faire des présentations et des formations, prendre la parole. Par contre, devant des entre guillemets, des gens supérieurs ou une autorité, des gens avec un certain degré de responsabilité, il perdait tous ses moyens. Par contre, il adorait le faire devant des gens, on va dire, plus techniques, plus de terrain, plus de proximité. Ok, c'était comme ça. Alors pourquoi fallait-il qu'il se mette en difficulté alors qu'il pouvait être très très bon et qu'il pouvait transmettre ce qu'il avait envie de transmettre avec beaucoup de générosité, beaucoup de professionnalisme
à cet autre public-là. Alors du coup, là, on a travaillé plutôt sur toute la notion de la représentation sociale. D'accord. Et de la valeur qu'il pouvait donner à je forme tel public ou je forme tel public. Mais est-ce qu'il y a vraiment une question de valeur, finalement ? Tout à fait. Quel était son sens et son envie profonde ? C'était de transmettre. Ok, on reste là-dessus alors. Donc là, c'était les croyances limitantes qu'il avait construites ou son éducation, tout simplement. Tout à fait. On est toujours le fruit de trois choses. Hein. De notre génétique, de nos traits de caractère, etc. De notre environnement qui évolue constamment et de notre éducation, effectivement, de notre histoire. Mais écoute, c'est vraiment riche ce que tu nous dis parce que je pense que les auditeurs qui vont écouter ce podcast vont se rendre compte qu'effectivement, voilà, je me dis, pour ceux que je forme, souvent, moi de toute façon je suis pas bon sur tel point, mais en n'étant pas conscient de pourquoi, eh ben, on va reproduire à chaque fois, hein, on est bien d'accord. Donc je pense que c'est usant de se dire qu'à chaque fois je reproduis, à chaque fois ça se passe de la même façon. Et peut-être que ça rejoint aussi ce que tu disais, qui est, par exemple, tu as pris l'exemple à un moment de se dire, à un moment il s'est passé peut-être quelque chose dans mon enfance, et au moment où je vais le revivre, ça va rebloquer. Quand tu dis ça, ça me fait penser à moi, je vous disais que j'ai joué au tennis en compétition. J'avais une fois perdu un match alors que je gagnais. Je gagnais 6-1 et je me fais remonter et je perds le 7-6. Donc le match d'après, je mène 6-1 et je repère mes moyens au même moment à 6-1 et je me fais remonter. Ouais. Et si j'avais pas été accompagnée par une sophrologue, à ce moment-là, pour débloquer ce point-là, j'aurais pu rejouer le 6-1 alors que j'étais, entre guillemets, techniquement au-dessus de la joueuse. J'aurais pu le rejouer longtemps. Donc c'est marrant les parallèles qu'on peut faire aussi dans la vie en général. Tout à fait. Je crois que c'est Einstein à vérifier au niveau de l'auteur qui définissait la folie comme le fait de reproduire constamment la même chose en espérant un autre résultat. Ouais, je crois que c'est Einstein, tout à fait. C'est la folie, c'est clair. Alors du coup, pour continuer là-dessus, alors comment est-ce que tu pourrais, parce que j'ai certaines personnes qui se disent, voilà, effectivement, je me rends bien compte que je reproduis les mêmes choses, donc j'ai envie de casser cette, entre guillemets, on pourrait dire spirale infernale, hein, si on peut l'appeler comme ça, mais l'énergie, quoi. Ça veut dire que moi, je suis déjà, entre guillemets, construite, voilà, mais je sais parler, machin et tout ça, je vais pas réapprendre, je vais pas retravailler, ça prend combien de temps ? Question un peu, là je te lance la question, là je vois tes yeux, je sais. Bon. Ça prend combien de temps d'apprendre ? Ça prend combien de temps de débloquer si on prend l'exemple que tu nous as donné tout à l'heure, de cette personne où tu vas te poser les questions, on va peut-être se rendre compte que c'est dans l'enfance, enfin voilà, je sais pas. Comme je te disais, impermanence des choses. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de question de temps. Ça peut être comme ça pour certaines personnes, comme ça peut être des mois, des années pour d'autres personnes. Après, c'est toujours pareil, on va en venir à la question et à la demande de départ. Une personne vient me voir en me disant « j'ai une présentation dans 1 mois, il faut que je sois prêt dans 1 mois », on ne va pas utiliser les mêmes techniques, on ne va pas aller creuser ou chercher les mêmes choses que pour une autre personne où la problématique, elle est globalement « je ne sais pas prendre la parole en réunion ». C'est pas du tout la même chose, donc tout va dépendre vraiment on en revient à l'enjeu. Quel est l'enjeu ? Et à ce moment-là, on voit, est-ce que quelque part, on met rapidement une petite prothèse, une petite béquille pour pouvoir atteindre et faire en sorte que ce qui va se passer dans 1 mois soit le plus, comment on va dire, je dis performant, mais c'est pas le terme. En tout cas, ça le moins douloureux, et possible. Que la personne puisse en profiter et puisse atteindre son but, en fait, parce que on en revient toujours à ça. C'est quoi le but ? Quel est le message que je veux faire passer, hein ? Globalement, on revient constamment à ça. Quel est le message que je veux faire passer et qui je suis à ce moment-là, tout simplement. Et à l'inverse, pour d'autres personnes où on n'a pas forcément cette urgence-là, ça va être quelque chose qui va se faire de manière un petit peu plus lente. Ça se fait souvent, en fait, de manière très inconsciente. C'est rigolo, hein ? Parce que finalement, on parle d'être en conscience, mais il y a des choses qui se bougent de manière inconsciente. Je te donne un autre exemple d'une personne que j'ai accompagnée là récemment et qui est arrivée avec un postulat de « j'ai pas confiance en moi ». D'accord. Je suis très influençable. Quand on est en réunion, je ne donne jamais mon avis. Et je suis toujours les autres. Donc on travaille un peu là-dessus, 1 rendez-vous, 2 rendez-vous. Et au bout du 3e, en discutant, en échangeant avec les différentes questions, etc., en fait, elle m'explique, je me rends compte qu'en fait, elle a plutôt confiance en elle, sur pas mal de choses. D'accord. Mais que, en fait, elle ne prend pas la parole
quand elle pense que ce qu'elle va dire va ne servir à rien, qu'il n'y aura pas de concret derrière. Parce que pour elle, si jamais elle s'expose d'une certaine manière ou elle met son énergie là-dedans, il faut que ça soit utile. D'accord. Donc en fait, c'est pas qu'elle n'osait pas parler, c'est qu'elle choisit ses combats, tout simplement. Et elle choisit son énergie. Et ce travail qu'on a fait en 2-3 rendez-vous, pas plus, lui a permis d'assumer le fait que non, elle n'est pas influençable, non, elle ne manque pas de confiance en soi. Finalement, quelque chose que la société lui renvoyait comme négatif, elle s'est rendue compte que c'était juste son mode de fonctionnement et que son énergie, elle la mettait ailleurs. Et du coup, elle était apaisée avec ça. Tu vois, alors finalement, ça n'a pas changé en tant que tel, sauf qu'elle était apaisée avec son mode de fonctionnement. Et du coup, par contre, quand elle prenait la parole, elle savait pourquoi. Et ça avait d'autant plus de poids et vachement plus d'impact. Et de ce que tu dis, en fait, c'est une question de référentiel aussi. C'est-à-dire que pour elle, avoir confiance en soi et intervenir, ça voulait dire ça. Mais même si on a la même langue, on parle tous français, on n'y met pas la même signification. Complètement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, où j'interviens et je me dis, je ne comprends pas exactement, quand il faut aller vite, comme tu le dis, et je leur dis, qu'est-ce que cela veut dire pour toi ? Et là, tout d'un coup, je me dis, ah oui, d'accord, la signification que la personne a n'est pas exactement la même. Ça peut être ça aussi. Tout à fait. Et les codes ou ce qu'on pense qu'on devrait être, tu parlais de croyances limitantes tout à l'heure, là on est totalement dedans sur savoir prendre la parole en public, se positionner, avoir un message percutant. Il faudrait que je sois comme ça pour le faire. Donc j'ai passé ma vie à me taper sur la tête en me disant je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas comme ça. Et bien sûr qu'elle n'atteindra pas. Et en même temps, est-ce qu'il faut vraiment être comme ça ? C'est ça, tout à fait. Et puis, quels sont ces codes ? Tu vois, il y a un exercice que j'avais fait avec un groupe qui était déjà de dire quel personnage public, connu, quel orateur ou oratrice connu faisait vibrer la personne, de quelle personne on se rapprochait le plus. Et dans ces personnages, intentionnellement, j'avais mis Mère Teresa. Mère Teresa, elle n'a pas du tout tous les codes des grands orateurs. C'est pas Barack Obama, c'est pas... Et en fait, elle sait toucher les personnes en plein cœur, mais d'une autre façon que tous les codes. Et c'est peut-être que ça rejoint aussi ce que tu dis là, c'est se respecter soi comme on est, mais pas obligatoirement... c'est ça. Et on en revient à quel est le message que je veux faire passer. Aussi. Et la force de Mère Teresa, c'est qu'elle était ancrée avec son message. Et on voit bien la différence entre des orateurs qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Quand il y a un peu de jeu, on le sent tout de suite. C'est ça. Quand ça manque d'authenticité. En cœur. On est d'accord. On est d'accord sur l'authenticité. Merci beaucoup Claire. Alors du coup, pour finir ce podcast, parce qu'effectivement, je pense que c'est des sujets... Alors pour le dire à nos auditeurs, il y a certaines personnes, je pense que ça peut être intéressant de faire tome 1, tome 2, tome 3, parce qu'on se rend compte que c'est des sujets qui sont très vastes. Donc déjà, j'espère vraiment que ça vous servira à vous poser, à vous dire voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir. J'aime pas trop le mot travailler, mais de retrouver, en conscience, de prendre plaisir aussi. Vraiment, je l'appuie. Prenez plaisir, respectez-vous. Et du coup, donc effectivement, faire peut-être plusieurs tomes avec les différentes personnes que j'interviewerai. Mais en tout cas, pour finir, est-ce que tu aurais, je sais pas, des livres, des citations, des choses qui pourraient servir nos auditeurs qui ont envie de prendre la parole en public ou de progresser ou... Alors, je dirais qu'il y a 2 angles d'attaque. Il y a l'angle d'attaque, je prends soin de moi-même, j'y vais à mon rythme et je vais à la découverte un petit peu en butinant à droite à gauche. Et à ce moment-là, c'est plus c'est un outil général qui ensuite peut être décliné en livre, en film, en tout ce qu'on veut, etc. Qui est bien évidemment la méditation. Mais pourquoi je parle de méditation ? Parce que depuis le début, on parle d'ancrage en soi, tout simplement. Donc si je suis OK avec qui je suis à ce moment-là, ce que je dirai sera OK aussi. Donc à ce moment-là, il y a un livre fabuleux dont je n'ai absolument plus l'auteur, mais qui s'appelle La Fabrique des miracles. D'accord. Qui est juste une petite pépite sur le sujet de la méditation. Je trouve très doux, très très doux, justement. Donc voilà, ce genre de choses. Après, bien évidemment, tout ce qui est lecture. Et après, je donnerai un outil beaucoup moins outilleux, qui est d'aller se balader, d'aller prendre l'air, de se changer les idées, de vivre, de profiter, de rigoler, de faire simplement ce qui nous fait du bien. Parce que c'est la meilleure manière de pouvoir rester connecté à soi et à qui on est, sans se juger
et en sachant que le lendemain, on sera peut-être différent, mais c'est pas grave. Mm. Donc voilà. Donc ça, c'est, voilà, j'ai envie de dire, la première approche d'un point de vue, si on s'occupe de soi-même. De soi-même. Voilà. Après, le deuxième, bien évidemment, on ne peut que conseiller d'aller voir un spécialiste ou une personne qui puisse accompagner. Alors, il y en a de tout type. Voilà, que ça soit un coach, un psy, un kinésiologue, sophrologue. Enfin, voilà, on a parlé de pas mal de techniques. Il y a autant de techniques qu'il y a de personnes. Et le but, c'est de trouver la personne qui nous convient et la méthode qui nous convient. Tu parlais de temps tout à l'heure entre un psychologue qui va travailler en TCC, thérapie comportementale et cognitive, et un psychanalyste, c'est pas du tout la même manière de travailler, ça va prendre le même temps, on va pas faire la même chose. Donc voilà, il y a beaucoup d'offres, de possibilités, parce que finalement chaque être humain est différent, et en plus au moment de sa vie, il va avoir des besoins qui sont différents. Tout à fait. Donc ne pas hésiter à aller rencontrer quelqu'un, aller échanger, parce que on est quand même très fort pour se mettre des œillères, et qu'à un moment donné, quand on est dans son petit microcosme, à avoir tous ses problèmes ou à pas savoir quoi faire, etc., on a souvent juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui ouvre une fenêtre, et cette fenêtre, elle est là. Donc voilà, donc surtout ne pas rester seul. Ça peut être un professionnel, mais comme ça peut être un ami, de la famille ou quoi que ce soit, bien évidemment aussi. Tout à fait. Écoute, ne pas rester seul. Merci beaucoup Claire pour tout ça. Donc je mettrai en lien toutes les informations si les personnes veulent te contacter. Bien sûr. Je mettrai aussi le nom du livre dont tu as parlé. Et moi, ça me fait rebondir aussi sur un livre que je voulais lire depuis longtemps, que je lis en ce moment. Je vous mettrai aussi le lien, parce que ce que tu viens de dire là, ça résonne beaucoup dans ce livre-là, qui s'appelle Kilomètre Zéro. Voilà. Et c'est pareil, c'est vraiment notre inconscient et ce qui peut devenir conscient au fur et à mesure, et l'évolution personnelle. Merci à toi encore d'avoir répondu oui. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.